Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir. Comme vous savez, on a des grands invités de cet espace et cette semaine, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Muriel Jalton qui va nous parler d'un sujet d'extrême importance, puisque quelques semaines on en parle dans cette émission, c'est la dette de l'indépendance d'Haïti. Et on sera du côté de la France pour savoir comment ça évolue. Madame Jalton, comment peut-on vous présenter? Bonsoir, Kesner Farel. D'abord, merci beaucoup de votre invitation qui me touche beaucoup. Écoutez, je suis d'abord et surtout en ce moment la collaboratrice parlementaire de Micheline Jacques, qui est sénateur de Saint-Barthélemy et qui préside la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Politicienne de votre État? Euh, Enfin, oui et non, on fait toujours de la politique quand on travaille auprès d'un sénateur, mais je Je, ne suis pas politicienne, pas je électoralement comprends. en tout cas. Tout à fait. Et votre parcours et votre cursus, qu'est-ce que vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez fait Alors, dans moi, la je vie? suis diplômée de l'Institut d'études politiques, donc Sciences Po, avec une spécialisation économie et finance. Et depuis, je travaille au Sénat. Alors, j'ai travaillé avec deux sénateurs de Guadeloupe, qui ont tous les deux été présidents du Conseil général, et ensuite avec deux sénateurs de Saint-Barthélemy, qui ont tous les deux été vice-présidents de la collectivité de Saint-Barthélemy et présidents de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Donc, vous connaissez bien le circuit politique de la France, Oui, alors. on peut dire ça, oui. Je connaissais les Et, circuits politiques et je connais surtout, je crois surtout que ce qui est le grand privilège de ma carrière, c'est d'avoir depuis 10 ans un regard à 360 degrés sur l'ensemble des outre-mer français et donc un point de vue privilégié de la relation de la France avec ses anciennes colonies et de sa culture postcoloniale, entre autres choses. mais il paraît que vous avez des relations assez fortes, étroites avec les communautés haïtiennes de Alors, toutes ces, n'est-ce pas? oui, alors j'ai Parlez-nous-en. cette extrême, j'ai ce grand privilège et la chance d'être entourée de gens, de personnes de la diaspora absolument majuscules que vous connaissez, Josette Bruffart, qui est la présidente de l'ONG Haïti Futur, Jean-Marie Théodate, qui est le co-auteur avec Jean-Claude Bruffart de l'ouvrage Haïti, les chaînes de la dette, qui a commenté l'ordonnance de Charles X, de 1825, et puis Florence Alexis qui est la fille de Jacques-Stéphane Alexis. Voilà, et avec eux, nous avons naturellement, j'ai envie de dire, constitué une équipe qui presque est devenue une espèce de famille et qui m'ont accueilli dans j'ai envie de dire, ma passion et mon investissement pour Haïti, quoi. Mhm. Qui va jusqu'à la musique haïtienne. Qui va jusqu'à la musique haïtienne parce que je crois que vous m'avez entendu sélectionner un morceau de Tabou Combo live, c'est ça? Donc, vous connaissez Tambo Combo. Et bien sûr. Voilà, ça c'est bien. Donc, on Ah, a mais une j'ai belle. grandi en Guadeloupe. Je connais aussi Vito Baoba. Enfin, voilà, je suis pas. On sait bien ce que le compas représente aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, pas vrai? C'est ça. Il valait mieux bien choisir son compagnon du reste quand on s'engageait à danser un morceau de compas, non? Ah bon, Qu'est-ce qu'on m'apprenait, en tout cas, quand j'étais jeune. ça c'est bien. Maintenant, passons à des choses beaucoup plus sérieuses, je pourrais dire, si c'est la façon de le dire. Dites-nous, vous êtes intéressé à tout ce qui se passe en Haïti avec et les Haïtiennes et les Haïtiens que vous fréquentez. Et j'en suis sûr, vous avez beaucoup entendu du fameux débat de la dette de l'indépendance. Hein. Et le président français vient d'en parler officiellement, ouvertement. Donc, j'aimerais avoir une idée, surtout pour nos auditeurs, téléspectateurs, auditrices et téléspectatrices. Donnez-nous une idée de ce sujet, d'abord sur le plan historique, ensuite, et ce sera beaucoup plus facile d'en discuter sur le plan économique et financier. Pour votre question, merci beaucoup. Elle va me permettre d'aborder beaucoup de sujets. Et je crois d'abord euh, utile de préciser que j'aborde cette question sous l'angle du réalisme, celui de la réalité de la France et du même réalisme que je crois les Outre-mer français peuvent avoir besoin. Euh, Historiquement, bon, l'histoire de la dette, vous la connaissez, je crois, bien mieux que moi. Elle est celle de
de la France qui, je crois, d'abord, d'une part, a mal vécu la défaite, parce que la France a toujours du mal à vivre les défaites, et ça peut se comprendre. Et puis, elle est l'histoire, du point de vue de la France, d'une indemnisation payée en contrepartie de la reconnaissance de la reconnaissance de la qualité d'État d'Haïti. Je rappelle, non pas pour minimiser, non pas pour minimiser cette page de l'histoire, que toutes les toutes les abolitions d'esclavage, pardon, ont donné lieu en France à indemnisation des colons. Ceci pour la page historique. Je crois que dans cette histoire qui est tragique, moi je considère que très objectivement, cette dette a empêché Haïti de se constituer en tant qu'État de façon solide et en tant que pourvoyeur de services publics et d'infrastructures publiques. Bien. Euh, euh, mais du point de vue, à partir du moment où on qualifie l'histoire et qu'on considère que la dette est injuste, ce qu'elle est, on entre aujourd'hui dans le volet politique. Je pèse mes mots parce que je ne sais certainement pas donner l'impression que je minimise le poids de l'histoire, que je dédouane la France et que je banalise cette question. Maintenant, dans le volet politique aujourd'hui, et celui d'aujourd'hui, je crois que c'est surtout ça qui est important. En France, les rapports et les questions postcoloniales, j'ai envie de dire, sont très difficilement audible par la classe politique, parce qu'elle a tendance à considérer que les anciennes colonies attendent beaucoup trop de la France ce qu'ils appellent une forme de repentance. Probablement parce que le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, qui est, je crois, très décomplexé sur ces questions, a eu à s'excuser auprès de l'Algérie et, et considérer que la colonisation était un traumatisme. La classe politique française aujourd'hui ne l'entend pas comme ça, parce qu'il y a aujourd'hui une forme de déconnexion des générations actuelles avec l'histoire, qui considère, et ça c'est la cruauté, si j'ai envie de dire la réalité cruelle de l'opinion publique, que les générations d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ce que leurs ancêtres ont pu faire. Donc, le président de la République, Emmanuel Macron, a voulu dépassionner le débat, et je crois que c'est bien l'enjeu, en mettant à plat les 200 ans d'histoire commune, d'histoire diplomatique, dit souvent Jean-Marie Théodate, de relations diplomatiques, dit souvent Jean-Marie, entre la France et Haïti. Je pense que son objectif était sa volonté, en tout cas à travers la commission donc, mixte à laquelle je fais référence, coprésidée par Yves Saint-Jour et Augustin Clara-Gaillardet. Je crois que ce que souhaite le président, c'est dépassionner les choses et remettre l'histoire à plat. Maintenant, dans le champ politique, se pose la question de la réparation, de la restitution, du remboursement, selon la place à partir de laquelle on s'exprime. Bon. Est-ce que c'est un sujet qui aujourd'hui est audible et possible en France à court terme? Objectivement, non, pour deux raisons. D'abord parce que la situation budgétaire de la France l'a conduit à rechercher aujourd'hui 40 milliards d'euros d'économies, et que, sans vouloir être trop direct, je crois que les Français sont tout à fait capables de compassion pour cette histoire, ça, y a aucun doute. Mais, je pense, enfin, je crois pas que la majorité des Français accepteraient aujourd'hui qu'on leur dise, voilà, on va rembourser une dette qui date d'il y a 200 ans, euh, qu'on a fait payer à un pays et qui aujourd'hui nous demande de le rembourser. Voilà. Et maintenant, on sait bien que la France a été une grande puissance colonisatrice jusqu'au XXe siècle et encore des pays africains qui étaient sous le contrôle de la France. Est-ce qu'Haïti est un cas unique qui demande
cette restitution et cette réparation? Est-ce qu'il y a d'autres cas? Haïti est un cas unique, il n'y a aucun doute. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute sur ce point. Haïti est le seul pays qui a dû payer lui-même l'indemnisation des colons qu'il avait chassés, enfin, que la population avait chassés, que les anciens esclaves avaient chassés. Il n'y a aucun doute là-dessus, que ce soit dans l'Empire britannique ou dans l'Empire français, c'est indiscutable. Mais bien sûr que cette situation fait d'Haïti un pays à part. Mais Haïti est aussi un pays qui demande cette restitution en étant lui-même dans une très grande difficulté. Et donc, euh, avec beaucoup comment dire, beaucoup je suis très, très, évidemment, c'est d'ailleurs ce qui fait que je passe beaucoup de temps à essayer au sein des institutions, et avec le soutien de Micheline Jacques, qui est vraiment déterminant et fondamental, à faire revenir Haïti dans l'agenda politique et médiatique français. Parce que je crois qu'il y a un manque, il y a besoin de compréhension aussi de cette situation, à la fois de l'histoire et de la réalité d'Haïti aujourd'hui, de la même façon qu'il y a un besoin de compréhension de la réalité des Outre-mer français en France. Alors, c'est une différence de degré, mais au fond, nous avons en commun cette même problématique de méconnaissance de nos réalités, alors que pourtant les Outre-mer sont français. Nous avons en France à affronter les mêmes préjugés euh, à des degrés divers et parfois des registres un peu différents, mais euh, les mêmes préjugés qui ne sont pas... pas mal intentionnés, mais qui sont le résultat de l'histoire. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'apaisement, parce qu'au fond, ma démarche, aussi peu orthodoxe soit-elle, elle est vraiment celle d'une recherche de possible pour Haïti, en tout cas de contribuer à ce que des actions possibles voient le jour pour Haïti, de la même façon que pour les Outre-mer. C'est le sens des travaux de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, de passer du souhaitable au possible. Quelle différence vous faites entre la restitution et la réparation? La, Comment on répa- interprète ça? la réparation est symbolique. C'est un acte qui est de l'ordre du symbole, et qui permet de reconnaître la blessure a, que l'un a infligée à l'autre et la douleur de l'autre. La restitution signifie restituer ce qui a été pris. Alors en plus, avec la difficulté des équivalences avec 200 ans d'écart, euh, que faudrait-il restituer? Quels sont les critères qui seront retenus? Euh, il y a beaucoup de calculs ont été faits, euh, mais moi, c'est une demande que je pense qui s'entend, parce que euh, 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 moi, je tiens le peuple haïtien pour un peuple très digne. Euh, évidemment que la France ne pouvait pas ignorer que, et Charles X ne pouvait pas ignorer que demander à un pays de payer ce qu'il n'avait pas allait obérer sa naissance. La France d'aujourd'hui peut le comprendre, parce que nous avons 100% de dette, 6% de PIB, et nous voyons bien que nos marges de manœuvre budgétaires et en termes de politique publique sont aujourd'hui contraintes. Donc, nous avons un devoir d'empathie collective vis-à-vis de cette histoire. Euh, Maintenant, je crois que nous avons aussi un devoir, en tout cas, c'est le devoir que je m'impose, un devoir de respect vis-à-vis des populations, enfin de la population haïtienne en l'occurrence, du peuple haïtien, euh, parce que dire la vérité, dire ce qui est possible, pour moi, c'est respecter, quoi. C'est pas faire plaisir. Parce que faire plaisir, oui, je peux vous dire, oui, c'est formidable. Et la France va, grâce à cette commission, je suis sûre qu'il y aurait de restitution. Si je vous dis ça, ça serait faux.
Mais en même temps, sur le moment, ça vous ferait plaisir. Mais est-ce que je vous aurais rendu service en vous berçant d'illusions pendant le temps des travaux de la commission? Non. Donc, voilà. On reconnaît quand même que Macron est un grand acteur politique, si on peut dire. Et c'est un grand stratège, peut-être pas trop tactique, mais ce qu'il a pu réaliser quand même, c'était quelque chose d'extraordinaire. Fonder un parti et gagner les élections. Bon, il a eu quelques échecs. Comme je dis, on peut questionner l'aspect tactique. Pourquoi Emmanuel Macron, en ce moment déterminé, puisque vous venez de le dire que l'opinion publique française n'est pas encore bien attachée à cette affaire de restitution de la dette. Pourquoi Emmanuel Macron? Est-il cynique? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il a lancé cette commission en ce moment, à 2 ans avant la fin de son mandat? Je ne crois pas qu'il y ait du cynisme. Très sincèrement, on n'est pas de la même famille politique, encore que nous avons créé le socle commun, intégré le socle commun. Mais je crois pas qu'il y ait de cynisme de sa part. Je crois très sincèrement que c'est un président qui regarde l'histoire en face. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut lui rendre hommage. Maintenant, la manière dont il regarde l'histoire ne dépend pas que de lui. Enfin, la traduction concrète de son rapport à l'histoire ne dépend pas que de lui. Et je crois vraiment en créant cette commission qu'il a voulu apporter une, un- enfin, comment dire, faire un acte symbolique, un acte décisif pour engager la réflexion et lui donner une direction. Quelle sera la direction? Je n'en sais rien, très honnêtement. Par faisceau d'indices, je peux vous dire que bon, on peut imaginer que la restitution est assez peu probable. Maintenant, Emmanuel Macron est aussi un président qui, justement, parce qu'il est à 2 ans de la fin de son mandat, est un président libre et donc qui peut prendre des décisions, en tout cas conduire des réflexions et lancer des débats plus audacieux que d'autres. Et c'est en cela que je pense qu'Haïti a une opportunité, en fait, de nouer un dialogue, j'ai envie de dire, un dialogue raisonnable, réaliste, concret, j'ai envie de dire, parce que je crois qu'Emmanuel Macron est un président qui est plutôt un président du concret. Euh, voilà, je crois que c'est possible. Maintenant, euh, tout dépend de ce qu'on entend par dialogue concret. Mais je pense que fondamentalement, 2 ministres se sont succédés un petit peu avant le 17 avril pour, euh, pour dire l'attachement de la France à la sécurité d'Haïti, parce que au-delà de l'histoire, nous avons quand même un destin commun. Haïti Micheline Jacques a coutume de dire dans l'hémicycle qu'Haïti est à 900 kilomètres de la France. Et c'est vrai. Nous sommes avec vous les pays francophones de la Caraïbe. Donc, on ne peut pas d'un côté vouloir préserver et renforcer la francophonie et puis détourner le regard de ce qui se passe en Haïti. Donc, avec elle et quelques autres, on fait partie de ceux qui essayent de donner une dimension concrète. Alors, tout ça en toute amitié et avec beaucoup d'humilité et de modestie. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qui est bon pour Haïti. Simplement, euh, euh, les décisions que prendra la France dépendront aussi, enfin c'est partout pareil, d'une ambiance politique. Ce qui est sûr, c'est que la droite sénatoriale est sensibilisée à la question d'Haïti. Le président du Sénat, il y a 2 ans, avait évoqué les difficultés d'Haïti dans son discours et l'attention qu'il y portait dans son discours du 10 mai, journée de commémoration des abolitions, de la traite des abolitions et de la traite de l'abolition, enfin, de la traite de ces abolitions et
et je ne sais plus parce que le titre est un peu long, mais enfin, la journée du 10 mai, il avait évoqué Haïti. Donc, voilà, je peux parler pour la droite sénatoriale et je peux dire qu'elle a montré sa solidarité avec Haïti. Vous avez parlé d'actes symboliques, mais vous avez répété en plusieurs occasions d'aspects concrets, à savoir comment concrétiser tout ça. Est-ce que Macron sait que pendant le reste de son mandat, il ne va pas concrétiser, il a lancé la balle et qu'il va laisser peut-être à ses successeurs, parce qu'il sait bien qu'il ne peut pas le faire seul, il y a également le Parlement, on va en discuter. Donc, peut-on dire que Macron sait bien qu'il ne pourra pas faire cette restitution? Si vous parlez d'un remboursement intégral de la dette, enfin, la loi de finances, elle est ce qu'elle est, quoi. Bon, donc ça, je m'engagerai pas. On en discutera dans la deuxième partie de l'émission. Je peux vous donner mon sentiment, vous dire que en l'état et dans le contexte actuel, euh, je ne pense pas qu'on ira, enfin, que le président puisse aller vers une restitution. En revanche, je crois qu'il y a deux dimensions qu'il faut, enfin, on peut distinguer deux dimensions, celle du passé, bien sûr, dont les stigmates se font encore ressentir, mais aussi celle du présent, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de choses, quand on parle de concret avec Haïti, quand même une réalité là qui est immédiate chez vous, qui est celle de l'insécurité qui vous étouffe en ce moment. Donc, je ne sais pas, enfin, si, je ne sais pas si le soutien et la construction de l'avenir doivent être mis sur le compte de la réparation, de la restitution. Mais enfin, moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve important aujourd'hui, c'est que la France puisse aider Haïti à sortir de sa situation, à aller vers une stabilité, parce qu'on, pour les enfants d'Haïti d'abord, hein, et pour la population qui souffre, et je le dis sans aucune, vraiment sans aucune condescendance, avec surtout beaucoup de compassion. Euh, je crois que c'est peut-être ça, l'urgence. Vous connaissez personnellement M. Macron? Alors, personnellement, non, je peux pas dire que je le connais, je peux dire que je, je peux dire. Vous le fréquentez, vous connaissez l'individu comme politicien? Non? Non, 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 je connais pas, on n'est pas de la même famille politique. Moi, je travaille avec une sénatrice LR, donc c'est ma famille politique, c'est la droite, donc je n'ai pas de contact personnel avec le président, d'autant plus que voilà. Mais euh, disons que on sait le contacter, quoi. Non, pourquoi j'ai posé la question, c'était plus pour savoir si vous le fréquentez, est-ce qu'une personne qui s'engage et qui va respecter ses engagements et s'il a pris cette décision, on n'avait pas forcé à le faire. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Daniel Macron en ce moment et est-ce qu'il veut qu'on se rappelle de lui comme quelqu'un qui a pris une telle décision d'aider un pays dans une situation aussi difficile à restituer un peu d'argent et qu'on se rappelle de lui comme au niveau du Sud, le Grand Sud, et même l'Afrique en porte la leçon de tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Est-ce que, mais pour terminer cette première partie, et c'est là que j'ai cité le mot cynisme, il sait qu'il ne peut pas réaliser, il y a des problèmes, on va en discuter dans la deuxième partie. Donc, comment peut-on voir M. Macron apprendre cette décision, cette commission, et la deuxième partie de la question, que peut faire cette commission vraiment? Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats concrets? Honnêtement, je pense que, bon, d'abord, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du président de la République. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce qui se passe dans sa tête, et heureusement d'ailleurs. Bon, je ne peux que penser que ce n'est pas une décision cynique. J'ai pas le sentiment que les dernières années de son mandat, alors comme tous les présidents, il a fait des erreurs, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un de. Bah, la politique a toujours une petite dose de cynisme, mais je ne suis pas sûre que ce soit en matière
que ce soit dans les sujets qui concernent l'histoire, que le président place le cynisme. Je crois pas. Je pense que la création de cette commission était un acte de responsabilité parce que je pense on ne peut pas envisager de restituer, de rembourser, de réparer sans faire un état des lieux. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il a voulu faire. Voilà. Euh, Merci, on va prendre une petite pause. On est en discussion avec Madame Muriel Jalton, qui est une consultante politique au niveau du Parlement français, qui essaie de nous faire comprendre exactement ce qui s'est passé comme 200 ans plus tard, cette affaire de dette de l'indépendance. On se retrouve dans quelques instants. Vous suivez le magazine financier Investir, une émission que l'on vous apporte chaque semaine, pour croissance et sur Profine TV et différentes stations de radio, non seulement en Haïti, mais également dans la diaspora. Nous avons comme invité Madame Muriel Jalton, qui est une consultante politique qui travaille avec des parlementaires du côté de la France. Et elle est bien placée, c'est une grande amie d'Haïti. Elle travaille avec toute l'équipe de Joseph Thomas Bouffard et qui essaie de voir comment on pourrait récupérer ces fonds de la France. On a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron. On va maintenant voir tout ce qu'il y a avec une autre personnalité, Thomas Piketty, et également de nous faire comprendre comment ça fonctionne, puisque Macron est bien le président. Vous savez, nous, en Haïti, on pense que le président peut tout faire. Lorsque le président prend un engagement, c'est OK. Mais vous savez, dans les pays démocratiques aussi forts que la France, les États-Unis, c'est pas aussi facile. La force du Parlement. Et Macron a lancé cette commission. Et vous pouvez nous dire exactement à quel point est-ce que ça a avancé, quel travail qu'on attend de cette commission. Mais les travaux de la commission seront par la suite comment convaincre pour mettre ça dans le budget, loi de finances, ça c'est une autre affaire. Donc, Madame Jalton, expliquez-nous tout le mécanisme, toutes les étapes qu'on doit franchir, parce qu'il y a des Haïtiens qui pensent déjà que d'ici la fin de l'année, on aura notre argent en quelque sorte. Expliquez-nous comment ça devrait se faire, même si, dans le meilleur des cas, on aurait pu avoir de l'argent. Monsieur Macron doit préparer un projet de loi, envoyer ça au Parlement. Comment ça fonctionne chez vous? Alors, d'abord, il faudra que la commission se mette d'accord la commission devra se mettre d'accord sur une conclusion, quoi, restituer, rembourser, enfin non, peu importe. Et si d'aventure le gouvernement, parce que chez nous, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République qui décide du budget. Le président de la République chez nous, c'est le chef des armées, bon. Euh, c'est lui qui signe qui promulgue les lois et signe les ordonnances. Maintenant, le président de la République n'est pas n'est pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement chez nous, c'est le Premier ministre, et c'est le Premier ministre donc qui, en concertation politique avec le président de la République, lorsqu'ils sont de la même famille politique évidemment, présente le budget. Donc, dans le cas d'une restitution d'Haïti, il faudra donc qu'une ligne budgétaire soit prévue au chapitre des dépenses de l'État, alors soit probablement portée par un ministère, lequel, ça je ne saurais le dire, certainement le ministère des Affaires étrangères, ça me paraît être le plus logique, mais enfin bref, cette ligne doit être inscrite au budget. Le budget est présenté donc, comme tous les textes qui passent devant le Parlement au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, après le Conseil des ministres, le budget donc est toujours présenté en premier examen à l'Assemblée nationale chez nous, euh, et qui transmet ensuite le texte adopté au Sénat. Une fois que le Sénat s'est prononcé, s'il y a un accord parfait sur les deux textes, parce que chez nous, les assemblées, pour qu'un texte soit considéré comme adopté, il doit être adopté dans les mêmes termes. Donc, dès lors qu'on a un article au moins qui diverge, le gouvernement a le choix de convoquer une commission mixte paritaire qui tranche sur un texte de compromis, ou alors de laisser le texte, on dit, faire la navette. Donc, il passe au Sénat, puis retourne à l'Assemblée nationale, ou inversement, puis repart à l'Assemblée nationale. Dans le cas du budget, de toute façon, le budget doit être adopté
avant le 31 décembre. Autrement, une loi, le gouvernement peut mettre par exécution, enfin bon, bref, ce sont des détails un peu techniques, mais enfin, dans le cas de l'ordonnance, enfin d'une restitution ou d'un budget qui serait alloué à Haïti, il faudrait qu'il soit examiné par le Parlement et donc voté enfin, il serait intégré au budget et voté par le Parlement. Ça ne pourrait pas être un décret qui déciderait d'allouer une somme X à Haïti. Voilà, ça passe forcément par le Parlement. Donc, ça doit passer obligatoirement par le Parlement français. Mm. Donc, vous avez bien expliqué. La commission qui a été mise en place par M. Macron le mois dernier devra faire une recommandation qui sera remise au président de la République. C'est ça. Ce président devra s'entendre avec son premier ministre pour mettre ça à l'intérieur de la LOLF, ensuite discuter au niveau du Parlement avant d'avoir cette promesse concrétisée. C'est bien toutes les étapes à franchir? C'est ça. Ouais. Une, Est-ce que c'est long? Comme spécialiste en Parlement, c'est long? non, le Parlement a 70 jours pour adopter le budget. Donc, si on parle de la discussion budgétaire elle-même, elle n'est pas très longue, très longue. Mais si on parle de l'inscription de cette ligne budgétaire, ça peut, enfin, selon son montant, ça peut être très très long, enfin très très long, tout est relatif, mais voilà, tout dépendra du montant en effet. Mhm. Maintenant, pourquoi je pose ces questions? Parce que nous avons un auditoire haïtien qui nous écoute. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui pensent que Macron a parlé que d'ici octobre prochain, on aura les fonds disponibles. Donc, c'est pour les gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Donc, il n'y a aucune possibilité pour le prochain budget déjà en discussion, je sais. 25, Oui, 26, hein? Ah ouais. oui, le budget, les discussions ont commencé déjà pour le budget 2026 parce qu'il s'agit, en tout cas pour le socle majoritaire, de faire 40 milliards d'euros d'économies, donc de faire des économies sans augmenter les impôts et sans toucher aux principales politiques publiques du pays. Donc c'est une recherche d'équilibre absolument très très délicate, La commission mise en place fonctionne déjà, travaille? pas à ma connaissance. OK. Donc, qui voudrait Je dire suis que... pas sûre qu'elle soit déjà Oui, constituée. oui, je comprends. Hein. Oui, maintenant, cette commission, je vois difficilement comment elle pourrait remettre ça avant le mois de décembre. Parce que quand même, on prendra beaucoup de choses en considération. Donc, 25, c'est un peu court et les discussions ont déjà commencé. Donc, le plus tôt qu'on pourrait imaginer ou encore espérer quelque chose sera pour le budget 26 qui sera, et là, nous disons ça en 26, l'année 27, parce qu'on a déjà perdu la possibilité d'avoir 26, c'est 2027 qu'on pourrait en parler. Maintenant, vous dites Une que loi de finances rectificative est toujours possible en fin d'année, hein. Enfin en cours d'année, si le gouvernement le décide. Ben, faut être honnête, une loi de finances rectificative peut toujours modifier le budget en cours d'exécution. Mais je le redis, tout dépendra mais des montants. est-ce que l'opinion publique française qui ne comprend pas trop bien, est-ce que mettre ça dans une finance rectificative, ça vous a dit, ça, c'est tellement important, tellement urgent, vous voyez? Donc, je vois difficilement. Il arrive qu'on ait en cours d'année ce qu'on appelle un collectif budgétaire, c'est-à-dire un texte enfin, qui refinance qui introduit des mesures des mesures budgétaires en cours d'année. Et enfin, ce sont des textes qui contiennent plusieurs dispositions qui ne sont pas pris, sauf exception, qui ne sont pas examinées pour une mesure. Donc, Mhm. c'est possible. Enfin, de dire techniquement, juridiquement et techniquement, c'est possible. Encore une Très fois, bien. ça dépend du montant. Sortons de l'Élysée, on a parlé beaucoup de Macron et on va au niveau du Congrès, du Parlement. L'architecture que nous avons à l'heure actuelle au niveau du Parlement français, quels sont les partis politiques qui seraient sensibles à ce sujet que nous développons là à l'instant? Alors, LFI, pas aucun doute. LFI, à l'Assemblée, je pense LFI le sera. Le groupe GDR, donc la gauche. LFI, c'est la France insoumise. La France insoumise, oui, pardon. Donc la gauche démocratique et républicaine qui correspond aux communistes. Je pense qu'une partie des socialistes pourrait l'être. Euh,
Et puis après, plus on se rapprochera de la droite et du centre, plus la destination de la somme qui aura été arrêtée et le niveau de la somme qui aura été arrêtée seront déterminants. Comme vous connaissez bien le Parlement français, plutôt avancer des chiffres comme expert en économie et finance. Qu'est-ce qu'on pourrait avancer comme chiffre? J'en sais rien. Honnêtement, non, enfin, on en rigole, mais honnêtement, j'en sais rien. J'ai entendu, évidemment, plusieurs évaluations, celle du président Aristide qui a été une évaluation fondatrice, si je puis dire. Euh, la plus récente étant celle de Thomas Piketty, qui lui évalue 21 pour Aristide et 31 milliards d'euros pour Piketty. voilà. Euh, bon, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, voilà, entre 21 et 30 milliards, je pense que je ne crois pas trop m'avancer en disant que l'opinion publique française ne comprendrait pas. Vous savez, un cyclone est passé sur Mayotte, a ravagé l'île. Nous allons examiner à partir de la semaine prochaine un projet de loi de refondation qui est en fait le texte de reconstruction de Mayotte. La reconstruction de Mayotte est évaluée à 3 milliards. Bon, euh, lorsque Irma avait ravagé Saint-Martin, les missions de solidarité qui avaient été organisées juste après, je crois, avaient permis de récolter 13 millions. Pour Mayotte, je crois que ça, la même émission a permis de récolter entre 3 et 6 millions, je ne sais plus exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a en France un rapport d'abord aux Outre-mer d'une façon générale et donc encore plus aux colonies euh, qui se euh, euh, qui se distend. Ça veut pas dire que je dis pas que la France est raciste, c'est pas du tout mon propos, mais notre vie politique, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée par les problématiques d'immigration en ce moment. Euh, L'amalgame est vite fait souvent, et aussi parce qu'en France, il n'y a pas de culture des Outre-mer. Donc, euh, je- c'est même pas un sujet direct qui occupe directement Haïti. D'abord, peu de gens savent encore ou savent qu'Haïti a été une colonie française en France. Euh, Peu de gens considèrent le 10 mai, qui est la date de commémoration des abolitions de l'esclavage, est un jour qui passe dans je dirais pas dans l'indifférence généralisée, mais enfin presque. Donc, euh, la réalité de la France aujourd'hui, elle est beaucoup plus nuancée qu'on peut le croire vu de l'extérieur. La France est un grand pays qui, en effet, a une culture de générosité, enfin, l'héritage des droits de l'homme et de l'humanisme universaliste. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais cette culture-là vient se heurter, et je le dis en toute sincérité, à une non-culture des Outre-mer, donc non-culture des anciennes colonies, en fait. Mais Madame Jalton, êtes-vous en train de me dire que la France n'est pas préoccupée à dire à son peuple, à la nouvelle génération, la jeune génération, l'histoire et dont on est si fier en France? L'histoire française, quand même, c'est quelque chose de... L'histoire de l'esclavage en France, enfin l'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique n'est pas enseignée. Ma fille a grandi, est allée à l'école, enfin a fait toutes ses classes ici. Je crois que l'esclavage c'était 2 heures en quatrième, quoi, et encore, je ne suis même pas sûre. Donc, et pourtant la loi Taubira de 2001 avait prévu l'enseignement de cette page de l'histoire entre dans les manuels scolaires. C'est un oubli ou encore un refus de faire face à son passé? Disons que c'est la France. Voilà, je sais pas si, enfin, très sincèrement, je cherche pas vraiment vous est-ce que c'est un refus? Vous savez, la France est un pays de verticalité. Euh,
Et donc, par définition, elle a un petit peu de mal à l'horizontalité avec des territoires qu'elle a évidemment colonisés, donc sur lesquels elle a exercé sa colonie. Il n'y a pas de discours, j'ai pas un discours anticolonialiste. Hein. J'essaye de comprendre en fait pourquoi nous, les ultramarins, devons rappeler régulièrement, mais au fait, vous savez, on existe et au fait, on est pas entièrement à part, mais à part entière. C'est un peu la réalité des Outre-mer. Et avec Michel Magras, donc le prédécesseur de Michel Jacques, avait fini par dire, finalement, la France n'a pas de culture des Outre-mer parce qu'on parle encore de réflexe Outre-mer. Donc ce n'est pas naturel de penser aux Outre-mer. Et ça, c'est traduit de façon plus juridico-technique par l'introduction de la nécessité, non plus de se demander combien il faut dépenser, mais est-ce qu'on dépense dans un cadre normatif qui est adapté, parce que finalement, lorsque le cadre normatif n'est pas adapté, la dépense n'est pas efficace. Voilà. Est-ce que la France refuse de regarder son histoire en face? Je pense pas que ce soit un refus. Je pense que l'histoire, vous savez, les institutions sont faites avec des hommes. Enfin, je crois que c'est ça. Enfin, ça a l'air un peu naïf ce que je dis, mais lorsque vous faites des études, c'est tout bête, hein. Vous faites des études et des hautes études, vous devenez haut fonctionnaire. Et les Outre-mer ont été quoi? 2, 3, 4, 5 heures sur 8 ans d'études dans votre parcours. Finalement, ben, que vous disent les institutions qui vous éduquent, c'est pas vraiment un sujet. Et puis voilà. Donc, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus complexe qu'un refus. C'est une réalité. Maintenant, cette histoire, je crois que une chose est sûre, c'est que là, je pense pas qu'il y ait une quelconque adhésion de la France à l'idée de l'esclavage ou de la colonisation aujourd'hui. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a je crois que la transmission, c'est pas nécessairement faite comme il fallait. Euh, et puis, bon, ben, ça finira par venir probablement. Les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes que les anciennes, donc Tout à fait. Venons-en maintenant à Thomas Piketty, qui est devenu une star mondiale en parlant des inégalités, pas seulement en France, mais il a fait un bouquin qui a connu un succès mondial en vente et qui est revenu à la charge, il s'est intéressé aux cas haïtiens. Après la mise en place de la commission, Piketty, je le cite, a dit, au XXIe siècle, l'État français a imposé à son ancienne colonie, parlant d'Haïti, une dette massive pour compenser les pertes des propriétaires esclavagistes. Il est temps d'organiser une restitution dans une démarche de justice historique, plaide l'économiste dans sa chronique. Pourquoi Piketty revient aussi fort et fait cette déclaration? D'abord, Piketty est un économiste engagé. Donc, il a forcément un parti pris. Le sien, en tant qu'économiste engagé, le sien, c'est la lutte contre les inégalités. Piketty part du principe que euh, le monde ne devrait pas être inégal. Bon, euh, je pense qu'il y a forcément de la sincérité dans son calcul, dans sa démarche intellectuelle. Euh, et pourquoi je parle de sincérité, tout en étant alors pas du tout d'accord avec lui, pas du tout de la même école de pensée ni politique. Euh, je le pense parce que il fait partie des économistes qui pensent, et ça peut s'entendre, que la question de l'endettement est un faux problème pour un État parce que l'État est éternel. Donc finalement, ce qui compte, ce n'est pas tant son niveau d'endettement que sa capacité à rembourser sa dette. Quelque part, ça peut s'entendre. Bon. Piketty fait aussi partie politiquement maintenant de ceux qui considèrent que euh, la France peut prendre de l'argent dans la poche des riches, quoi, et que la réduction des inégalités passe par l'appauvrissement des plus hauts revenus, enfin des personnes titulaires des plus hauts revenus, enfin l'appauvrissement, enfin la réduction de leur niveau de fortune pour pouvoir réduire les écarts. Donc, quand on met bout à bout tous ces critères, je crois qu'il y a de la sincérité dans sa démarche. Maintenant, d'autant plus qu'il considère que 30 milliards, ça ne représente, et il a raison,
qu'1% de l'endettement de la France. Donc lui, ce qu'il dit, après tout, bon, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que la France prévoit de lever 300 milliards cette année sur les marchés pour son endettement. Donc, ça représente 10% de l'endettement annuel que prévoit la France de lever cette année. Si on part on part sur le principe d'une restitution, évidemment, en une fois. Maintenant, une fois reconnue la sincérité de la démarche de Piketty, est-ce que cette démarche est réaliste? Il faut commencer à dire que quelque chose doit advenir. Enfin, c'est le sens de la lutte politique. Au départ, ça vous paraît impossible, vous commencez et puis finalement, ça finit. Je souhaite du fond de mon cœur que un jour, une somme, un montant, pas symbolique, en numéraire ou en action, permette de compenser tous les investissements qu'Haïti n'a pas pu faire, euh, d'une manière ou d'une autre, mais surtout que tout ça arrive dans un état apaisé. Bien. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, et surtout la dernière, la France peut-elle faire un chèque qui correspond à 10% de ce qu'elle a prévu de lever sur les marchés? Je pense que la réponse est dans la question. La France est-elle, alors qu'elle demande à sa population, qu'elle annonce à sa population 40 milliards d'économies, la France peut-elle faire un chèque de 30 milliards? Non. Après, euh, là aussi, on peut avoir des manières de voir le monde qui sont très différentes. Je respecte la manière de voir le monde de Piketty. Piketty est engagé. Mon engagement s'exprime différemment. Je suis, peut-être parce que je suis de droite, plus pragmatique. Je cherche, moi, le possible euh, dans un premier temps. Et j'essaye de comment dire, de distinguer les temporalités. Maintenant, je veux surtout pas donner l'impression aux Haïtiens et à Haïti que je suis contre la restitution ou le remboursement. Je n'y enfin, il n'y a pas il n'y a pas de démarche intellectuelle chez moi qui consisterait à m'y opposer. Il y a simplement une démarche qui consiste à euh, tenir compte d'une réalité pour voir et identifier ce qu'on peut faire pour améliorer l'existant. Oui, restons dans les chiffres, puisque vous avez bien expliqué la position de Piketty, mais il vient avec, et je pourrais dire, une proposition. Je le cite encore. La France doit environ 30 milliards d'euros à Haïti et devrait dès maintenant lancer des discussions sur des modalités de restitution. L'idée selon laquelle elle n'aurait pas les moyens de tel paiement ne tient pas. La somme est importante, mais représente moins de 1% de la dette publique de la France, 3,3 trillions d'euros, donc 300 milliards d'euros, et à peine 0,2% des patrimoines privés, 15 000 milliards, 15 trillions d'euros. On est dans l'épaisseur du trait. Maintenant, vous avez bien dit, la France peut avoir des difficultés pour mettre 30 milliards d'un coup, mais est-ce avoir 3 milliards, je joue un petit peu, et le train de Piketty, est-ce qu'on pourrait avoir 3 milliards par année? Parce que normalement, le budget d'Haïti est moins de 3 milliards d'euros. Donc, si on obtient 3 milliards par année sur une période de 10 ans, donc, le roulant la balle pour des discussions et renforcer la position de Piketty. 3 milliards par an, ça correspond Par à la an. totalité du budget de l'aide publique au développement que verse la France à l'ensemble des pays auxquels elle verse de l'aide publique au développement. Le budget de l'aide publique au développement en 2024 était de 3,6 milliards. Et aujourd'hui, les discussions sont ouvertes parce que ce budget va devoir être réduit. Voilà. Donc, évidemment que tout le monde a intérêt à ce que l'aide publique au développement soit versée. Donc, faudra-t-il, ça, je parle de là aussi, je suis concrète. Hein, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut doubler le budget de l'aide publique au développement? Est-ce qu'il faut ne plus rien verser aux autres pays? La France doit-elle revoir complètement sa propre stratégie budgétaire? Et surtout, enfin, 3 milliards à qui?
comment, vous voyez, un chèque de 3 milliards à Haïti dans l'état ou dans l'état actuel d'Haïti. Vous connaissez bien les couloirs du Parlement français, donc ça ne passera pas. C'est ce que vous me dites? Non, aujourd'hui, ça passe pas du tout. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'Haïti aussi de recevoir aujourd'hui ces 3 milliards? Sûr? Pardon? Pas. Pourquoi pas? D'accord. Haïti a un budget de 2,5 milliards de dollars américains. On a un grand besoin de ressources. Je sais que vous suivez avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Haïti, toutes les destructions que nous venons de connaître. On était à la recherche de 1 milliard et quelques 300 millions de dollars américains à travers un programme qui s'appelle le RICA, à savoir la reconstruction de 2 départements. Donc, et ça peut nous aider considérablement. On recherche considérablement ces fonds. Oui, ça j'entends bien. Maintenant, vous avez aussi besoin, je crois, d'une sécurisation enfin, d'un retour à la sécurité. Il n'y a aucun doute. Mm. Peut-être que ça pourrait nous aider Oui, bien à sûr. investir dans la sécurité. Bien sûr, et ce que j'entends aujourd'hui, enfin, en ayant lu notamment le rapport du FMI, c'est que, enfin, le pays, enfin, la gestion budgétaire du pays est aussi, est aussi à améliorer. Maintenant, comme je vous ai dit au début de notre entretien, je crois que cette discussion est une discussion qui est politique. Et toutes les discussions politiques doivent être structurées. Vous me parlez de 3 milliards sur 10 ans. Moi, je ne suis pas parlementaire et je ne parle pas au nom de la France, hein. Je ne fais que vous donner mon avis et de ce que je vis au quotidien. Je vois mal le Parlement français aujourd'hui, d'abord parce qu'on n'en a pas les moyens, on a aussi nos difficultés, mais je vois mal le Parlement français aujourd'hui voter une dotation de 3 milliards par an sur 10 ans à Haïti. Si je vous disais autre chose, je pense que je vous mentirais. Mais je ne décide pas je ne décide pas de c'est pas moi qui prendrai cette décision. Euh, Ça n'est jamais qu'une observation, un sentiment. Et bien sûr que je serai la première à me réjouir si une discussion devait aboutir en ce sens. J'ai bien aimé le point que vous avez soulevé concernant le dernier rapport du Fonds monétaire international. Je vois que vous suivez très bien tout ce qui se passe en Haïti et vous êtes intéressé à Haïti. Mais Piketty est prêt à vous répondre également. Et il dit ceci. Si l'on craint que l'argent soit mal utilisé à cause de la mauvaise gouvernance, alors, dit Piketty, on peut imaginer qu'il soit placé dans des fonds réservés à des infrastructures d'éducation et de santé indispensables, comme le proposent explicitement depuis 2014 les pays de la communauté des Caraïbes. Donc, il paraît que Piketty a non seulement des arguments, mais des contre-arguments également. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Euh, je pense qu'il est temps, et si la communauté internationale veut réellement, et la France, puisque je vais commencer par le pays, veut réellement aider Haïti, je crois qu'il faut rechercher des effets leviers. Euh, En réalité, et de façon très, très directe et très transparente, j'ai commencé à discuter avec Jean-Marie, Josette, Jean-Claude et Florence autour d'une, d'un outil, en fait. Euh, euh, j'ai observé que l'aide publique que la France alloue à Haïti est très saupoudrée, en fait. Euh, J'observe qu'Haïti, c'est un pays qui est structuré de façon micro. Il y a énormément d'initiatives en Haïti. Le pays est très dynamique, en fait, hein, il y a beaucoup d'initiatives privées, grâce à ces initiatives privées, mais qui n'arrivent pas à se relier les unes aux autres pour créer une structure. Parallèlement, euh, préjugés ou pas, peut-être que peut-être qu'il y a chez moi une part de préjugés, mais enfin, on a le sentiment qu'il y a une méfiance à laisser, enfin, faire faire directement. J'ai regardé des articles, bon, bref, sur des scandales, bon. Euh, et en fait, je pense que les États pourraient les États qui financent encore Haïti, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres qui pourraient, l'Union européenne, qui n'est pas un État, mais enfin
groupes d'États et d'autres pays qui pourraient être intéressés, pourraient se réunir en tirant les conséquences de ce qui n'a pas fonctionné avant, pourraient se réunir pour décider ensemble et avec Haïti, bien sûr, des infrastructures qu'elles pourraient financer en conservant le financement et la maîtrise d'ouvrage et l'approvisionnement de ces structures. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un pays, ces deux choses sont des infrastructures, des services publics. En tout cas, dans notre culture française, c'est comme ça que nous voyons les choses. Et dans les pays où il y a de la pauvreté, je pense que c'est important. Donc, des infrastructures d'un côté et des institutions. On voit bien que les deux ont besoin d'être consolidés en Haïti. Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne permettrait-elle pas à Haïti de se concentrer sur ses institutions, sur sa transition démocratique, si je puis dire, en laissant aux États le soin, après qu'elle aura orienté évidemment ses choix, de financer pendant une période X, 5 ans, 10 ans, peu importe, pour aller vers une situation durable. Bon, encore une fois, tout ça est donné sans leçon. C'est simplement que, enfin, à tout ça, j'ai envie de dire, toutes les grandes idées celles de Piketty en l'occurrence ou les autres, moi j'ai envie de dire chiche, quoi. Ce sont pas les idées qui manquent. Tout le monde a plein d'idées. Maintenant, euh, je reviens toujours à cette formule, le souhaitable et le possible. Qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire? Bien sûr qu'il est souhaitable qu'il y ait un fonds de 300 milliards de dollars, doté qui permettrait à Haïti de construire ses écoles, construire des ponts, des réseaux d'assainissement, plus de 300 milliards s'il le fallait. Tout ça sous des règles, sous le contrôle de qui, enfin, d'une communauté internationale respectant les règles de transparence. Dans l'idéal, c'est ce que je souhaiterais. Et si j'avais une baguette magique, c'est ce que je vous dirais qu'il faut faire. Maintenant, je reconnais que chaque fois que je prononce ce montant, je suis surprise. La France verse 40 milliards d'euros, 40 milliards de 40 millions, pardon, d'euros d'aide au développement à Haïti. C'est très peu. Pourquoi la France verse-t-elle si peu alors que les besoins sont si importants? Je pense que c'est parce que elle voit bien que, bon, d'abord, il y a une tradition de saupoudrage chez nous qui l'explique. Et puis ensuite, probablement qu'il y a l'idée derrière qu'une partie n'atteint pas toujours son objectif. La France est toujours présente en Haïti et elle fait partie vraiment des partenaires, tous les ministres l'ont dit, qui se tient aux côtés d'Haïti. Je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Euh, euh, et voilà, je crois qu'il faut rechercher l'effet levier, le point de départ qui va permettre d'aller vers la Constitution. Mais pour être tout à fait transparente avec vous, la constitution d'un fonds qui permettrait, je vous avoue que ça me paraît un peu, tout ça, ça me paraît un peu abstrait, quoi. Voilà. Continuons à explorer. Je suis très contente de cette déclaration aujourd'hui. Je remercie vraiment tous ceux qui ont travaillé pour qu'on arrive à aujourd'hui, à cette déclaration du président de la République française. Mais je crois que on doit aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. C'est pas la double dette et après, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai fait un travail sur la comparaison, comment la France traite la République dominicaine qui est à côté, sur la même île. Il y a actuellement 140 entreprises françaises en République dominicaine. En Haïti, il y en a 3. Et c'est pas la question de l'insécurité d'aujourd'hui qui a fait ça. C'est depuis 2000. Et depuis 2000, il y a 2 lignes de métro qui ont été construites en République dominicaine. Il y a 26 est en train de construire 6 aéroports internationaux sur les 9 aéroports internationaux de la République dominicaine. La France importe 65 millions de produits de pêche de la République dominicaine et rien d'Haïti. Donc on a la même mer. Donc sans doute la République dominicaine est en train de pêcher dans nos mers pour envoyer vendre en France. La France importe 19 millions d'euros de produits haïtiens.
n'est que l'huile de santé essentielle qui vient de ma ville natale, parce que l'écaille, parce que c'est une huile de vétiver, dont on n'a pas trouvé encore les moyens d'avoir justement de produits synthétiques. On n'a pas encore trouvé. Donc, du coup, je vais être courte pour vous dire qu'on a des solutions, parce qu'on a besoin d'aéroports. Il y a un aéroport international qui doit être construit au CAI. Les entreprises françaises sont établies. Il y a 75 entreprises françaises, Alstom et Vinci. Ils sont déjà en République dominicaine, à quelques kilomètres de la frontière. Donc aujourd'hui, le Sud est tranquille. On peut travailler. Aujourd'hui, on peut construire cet aéroport international avec notre argent qui est en France et payer directement les entreprises françaises. Donc les entreprises françaises peuvent vous faire crédit à la France, parce qu'on arrivera à faire de la double dette une double solution. Premièrement, nos corrompus haïtiens n'auront pas cet argent, parce que le travail sera fait à la manière de la route de l'amitié qui a été construite dans les années 70 par l'ambassadeur Dorin était là à porter ce projet. Et cette route, Port-au-Prince-Jacmel, existe encore, et elle a été faite et réalisée. Il n'y a pas eu de corruption. Donc il faut que des entreprises françaises présentes en République dominicaine aient les contrats pour faire. Il y a une grosse base éolienne pour produire l'électricité au sud-ouest de la République dominicaine. Donc on a tout ça. J'ai toute la liste de ce qui se fait en République dominicaine sous la même île avec des entreprises françaises. Eh bien, on va travailler tout de suite la semaine prochaine. Merci. Il y a maintenant ce que je pourrais considérer comme la piste Josette Thomas Bouffat, à savoir des activités en nature. Au lieu de donner des fonds, il y a des firmes françaises qui sont tout près de nous là, du côté de la République dominicaine, qui construisent tout ce qu'il y a comme activité, aéroports, des routes. Et je sais bien que la France est très intéressée également dans les transports ferroviaires. Cette proposition également en nature, de permettre à des firmes françaises de profiter en quelque sorte. Parce qu'on a besoin de tout un réseau routier dans ce pays. On a besoin de tout ce qu'il y a comme infrastructure dans le domaine énergétique. Et je sais que la France est très avancée sur ce genre de choses. Comment vous verrez ce qu'on appelle ce win-win, où la France pourrait avoir des firmes à réaliser tout cela, et cet argent reviendrait encore à des actionnaires français dans leur activité. Comment vous verrez tout ça également? Josette a parfaitement raison dans l'idée, et on se rejoint là-dessus totalement, sur le fait que c'est la coopération en fait qui va permettre d'amener enfin c'est des investissements. Moi j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup dans le fait que c'est en trouvant un intérêt commun, ce que vous appelez le win-win, qu'on peut amener la France. La France, quel est l'intérêt de la France aujourd'hui à s'intéresser à Haïti? Je vous le redis, vous êtes à 900 km de chez nous et vous êtes un pays de la francophonie. En effet, des entreprises sont positionnées déjà à Saint-Domingue, et on part du principe que les circuits de financement public haïtiens peuvent être améliorés. Bon, eh bien, quelle est la synthèse de tout ça? À ce moment-là, la France finance directement ces entreprises pour qu'elles puissent réaliser des chantiers sous la maîtrise d'ouvrage de la France, avec à la demande d'Haïti, en tout cas avec une décision sur décision commune. Ça peut être le cas aussi de l'Espagne, des États-Unis, du Canada. Il faut inventer un modèle ad hoc, je crois aussi pour Haïti, parce que le modèle ONG n'a pas fonctionné, en tout cas n'a pas tenu ses promesses et complètement atteint ses objectifs. Le modèle communauté internationale n'a pas tenu forcément non plus ses promesses, et le modèle étatique, il est peut-être discutable. Bon, il faut inventer quelque chose d'autre, et en tirant les leçons du passé. Et à mon niveau, très modestement, c'est ce que j'essaye de faire, parce que il y a aussi une réalité, c'est que
peu de gens au sein des institutions. Alors oui, le département des Caraïbes du ministère des Affaires étrangères, enfin, l'ambassade de France en Haïti est absolument impliquée avec une... Ça, je n'ai aucun doute là-dessus, mais en tout cas, politiquement, Haïti pas tout à fait, n'a peut-être pas la place qu'elle mérite. En tout cas, Micheline Jacques, en tant que présidente de la délégation, par 2 fois interpellé le gouvernement en avril et encore mercredi dernier pour lui rappeler que dès lors qu'on se soucie de la violence et qui est une vraie préoccupation en Guadeloupe et en Martinique, on ne peut pas laisser se créer un hub de la drogue et des armes à 900 kilomètres des frontières françaises. Et ça, c'est une réalité aussi. Donc voilà. Donc pour répondre clairement, je suis pas une adepte des idées pour se faire plaisir, peut-être parce que j'interviens à un niveau, en étant collaboratrice d'un sénateur, enfin d'une sénatrice, à un niveau qui est très opérationnel. Donc, j'essaye de regarder ce qui est faisable, quoi. Voilà. Et la sénatrice que vous servez, c'est de quelle commission qu'elle fonctionne? Alors, elle est membre de la commission des affaires économiques et elle préside la délégation sénatoriale aux Outre-mer. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire, enfin, je saisis l'occasion quand je peux le dire, les Outre-mer français ont des préoccupations qui sont des problématiques, encore une fois, à des niveaux d'intensité très différents, mais qui sont communes à Haïti. La problématique foncière, parce que la création des cadastres a mis du temps aussi dans nos Outre-mer. Je crois que c'est une problématique que vous avez. Celle des normes adaptées, celle de la coopération, bon, du logement social, bon, je pense que ça viendra aussi, des problématiques agricoles. Enfin, voilà, nous avons beaucoup de choses en commun et qui peuvent être pour Haïti des pistes de réflexion. Aujourd'hui, les Outre-mer français de la Caraïbe vont pouvoir plus davantage adapter leur mode de construction. Peut-être qu'il y a des échanges compte tenu des enjeux de sismicité et des risques, enfin, de l'exposition aux cyclones que vous avez. Peut-être qu'il y a là aussi, je pense, des échanges. Il y a des entreprises en Guadeloupe qui pourraient venir travailler chez vous, mais évidemment, tout ça suppose que l'exigence de sécurité préalable ait été résolue. Je crois qu'il y a aussi des choses que la France peut faire en matière d'aide, en matière agricole aussi, peut apporter. Ça, c'est concret, ce sont des apports en nature, mais il y a enfin, une exigence de sécurité préalable. Donc voilà. On termine notre interview. Quelques petits points d'éclaircissement. La caisse de dépôt, ça existe toujours. Ce mécanisme, c'est toi qui avait reçu ces fonds. Oui, la Caisse de dépôt et consignation existe toujours. Oui. OK. Quel est son rôle? Alors, la Caisse de dépôt et consignation reçoit, elle reçoit, alors lorsque vous avez par exemple un- comment dire, une somme à consigner, vous êtes un particulier, vous pouvez la consigner à la Caisse des dépôts. Euh, alors elle a un rôle auprès d'elle, elle est aussi opérateur, elle est aussi actionnaire elle est aussi actionnaire dans le logement social. Elle a une branche habitat chez nous. Et alors, elle est aussi, elle n'est pas financeur, je ne saurais plus vous dire exactement auprès des collectivités, mais elle peut aussi avoir un rôle, je crois, de fiducie auprès des collectivités. Mais enfin, là, elle est, voilà. Pour terminer, une idée également qu'on pourrait lancer, comment la France pourrait jouer un rôle de leader, surtout avec la situation actuelle d'Haïti. Macron a fait cette grosse déclaration. Leader peut-être pour dire que d'accord, à travers l'Union européenne, à travers la francophonie, mobiliser des fonds. On parle de 3 milliards. C'est le chiffre qu'on a avancé par année, parce qu'Haïti ne pourra pas absorber 30 milliards d'un coup. Donc, 3 milliards sur 10 ans, c'est quand même un montant qui serait intéressant pour permettre à ce pays de faire un saut.
et d'avoir une partie des fonds en étant le leader pour dire, OK, d'accord, à travers l'Union européenne, comme on pourrait, d'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle Expertise France qui gère un petit peu les fonds de l'Union européenne en Haïti. Donc, c'est mobiliser le milliard et jusqu'aux 3 milliards. Comme la France, vous avez bien dit le montant qu'il donne à Haïti, je crois que c'est 40 millions d'euros. Et vous avez donné le montant également pour l'aide internationale. Comment vous verrez tout ça, la France comme un acteur disant, OK, d'accord, je veux aider Haïti, mettez ça et nous allons avancer. Peut-être qu'Haïti pourra dire, oh, s'il arrive à retrouver les 30 milliards, peu importe d'où ça vient, c'est ce qui est plus important pour nous. Qu'est-ce que vous voyez avec ça pour terminer? Alors moi, je crois beaucoup dans l'action du président Emmanuel Macron, justement parce qu'il est à 2 ans de son mandat. Et je pense que la France peut prendre le leadership d'une conférence internationale pour l'avenir d'Haïti, par exemple, qu'elle pourrait abriter, soit, par exemple, très vite, en marge de l'Assemblée de la francophonie qui se réunira en juillet. Euh, Elle peut prendre diverses initiatives, mais je crois vraiment dans le rôle de la France, et il me semble être une condition nécessaire pour aller vers une structuration de l'aide internationale. Vraiment, je crois que ce qui est important, c'est de la recherche de l'effet levier euh, pour les institutions. Et juste une chose, c'est vrai que on aurait pu en parler, mais de ce point de vue, le prix Nobel d'économie de Richardson et Acemoglu est très éclairant, je trouve. Il apporte une nouvelle manière de concevoir les pays, on va dire, moins développés. Autre chose aussi que dont on aurait pu parler, vous avez la possibilité de vous appuyer aussi sur les nouvelles technologies sont un formidable euh, potentiel pour Haïti. On dit que lorsqu'un pays n'a pas à passer des étapes, il faut qu'il aille technologique, il faut qu'il aille directement à la suivante. Donc la pyramide des âges haïtienne montre une population, une population plutôt très jeune. Les jeunes sont naturellement mieux prédisposés aux nouvelles technologies. Donc, il y a là, je crois aussi, un potentiel économique et de développement pour Haïti qui peut être saisi. Mais là encore, on en revient toujours au même point, quoi. Il s'agit d'avoir des institutions transparentes, qui sécurisent les investissements, parce que c'est aussi le rôle des institutions, et puis qui sécurisent la population et les partenaires extérieurs. Parce que la formation, les nouvelles technologies permettent de se former, c'est sûr, à distance, mais la réalité, c'est que il y a un certain nombre de transferts de technologies qui supposent des déplacements de techniciens, et donc qui doivent être sécurisés. Et c'est aussi, je crois, ce qui fait que les pays, pour l'instant, sont réticents, parce que on a envie d'aider Haïti, mais il faut qu'Haïti aide les pays aussi à l'aider, quoi, en apaisant sa situation. Vous me permettez de mettre cette proposition sur la table, la proposition Jalton, Je sais pas. la grande conférence avant la fin du mandat de M. Macron sur Haïti, pas vrai, qui Oui, serait l'intelligence artificielle. On sait que Macron aime ce genre de grand show. tout à fait. Il serait le renforcement des institutions pour suivre les recommandations du Fonds monétaire international. Et là, je pense que Macron pourrait sortir bien et mobiliser des fonds pour Haïti, 3 000 que l'on recherche Oui, mais par année. ouais. Et ce n'est pas difficile, c'est même pas nécessaire d'avoir le tuyau de l'oreille de Macron. On mettait hashtag Emmanuel Macron de cette interview. Ouais. Bon, merci beaucoup. Non, non, mais vraiment, enfin voilà, je pense que c'est possible. Je pense que beaucoup de choses sont possibles. Euh, il y a il y a une préoccupation quand même, hein, de la situation d'Haïti. Il suffit de regarder les séances de questions d'actualité au Sénat. La diaspora
depuis avril, est très mobilisé ici. Donc, je pense que doucement, Haïti va revenir dans l'agenda. Mais, je redis, euh, au- aucun investissement n'est possible tant qu'il se heurtera, enfin investissement, je veux dire humain, hein, je pense, tant qu'il se heurtera à la sécurité. Et vous avez en fait aussi une chose, un atout, je sais pas si vous êtes conscient, mais vous êtes situé sur un gradient, je sais pas s'il est latitudinal ou longitudinal, mais en tout cas, qui vous permettra de faire du café plus longtemps que d'autres pays. Et votre production sera stable alors que la production d'autres pays est en train de décroître du fait des changements climatiques. Le cours du café est très haut. Vous produisez un excellent café que Nespresso a d'ailleurs euh, euh, vendu il y a quelques mois en série limitée une fortune. Hein, je crois que c'était 15 € les 10 capsules. Je l'ai goûté, donc c'est pour ça que je le sais. Mais le cours du café est très haut. Vous pouvez produire un café d'excellente qualité. Et la Chine commence à boire du café. Et c'est donc un marché qui est plutôt en évolution plutôt qu'en régression. Voilà, on a parlé des jeunes évidemment. Et puis la reconstruction, enfin on dit chez nous quand le BTP va tout va, il y a beaucoup de bâtiments à reconstruire. Donc ce sont des investissements, ce sont des investissements et donc de la commande publique, voire de la commande privée aussi. Les entreprises françaises ont une vraie expertise en matière de construction. Il y a des échanges de bonnes pratiques qui peuvent permettre voilà, de progresser. Je crois que vous êtes engagé aussi sur la voie de la révision de vos institutions. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai, mais en se concentrant sur les besoins. Et voilà, je crois vraiment, et pour finir sur ça, que de ce point de vue, et c'est un peu ce que enfin, si je dois symboliser quelque chose, c'est ça, dans mon ultramarinité, c'est le trait d'union que représentent les Outre-mer entre Haïti et la France, ou entre la France et Haïti. Euh, et voilà, et nous pouvons construire de l'intérêt commun, ne serait-ce qu'à partir de ça. Merci beaucoup, Muriel Jalton. Merci de nous avoir fait rêver, mais de manière très pragmatique et réaliste, avant Merci de à plus vous. sur Terre. Il faut encore retrouver les deux parties. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes attendus avec grand plaisir, Madame Jalton, qui t'a expliqué nous réellement, réalité qui est dans le pays de la France et qui chemin pour nous parcourir, pour nous être capable de joindre l'argent ça. Donc, ce ne sera pas une chose aussi facile que certaines personnes pensent, mais il faut nous croire et il faut nous chercher des stratégies qui sont capables de permettre que Haïti, pour les 10 prochaines années, comment nous sommes capables de doubler le budget, nous. Peu importe, bien le c'est l'argent de besoin. Donc, si la France prend chercher avec l'autre pays, l'autre amis, pour le mettre en place, et on est capable d'arriver à joindre. Et on ne va pas garder simplement ces cash pour nous, nous-mêmes de cash. Si nous avons une partie en nature, si nous sommes capables de joindre des façons pour collaborer avec le pays, donc que la France même prend leadership, ça est capable de passer bien pour que nous bénéficions de ça. Mais pas oublier, des fonctions spéciales pour me dire que il y a deux possibilités. L'argent qui a passé bien, si nous mettons toute sa guerre pour Angèle, mais il est capable de constituer ça le tout pour vraie malédiction parce que habitué l'argent dans la poche, nous mal gérer. Donc, il faut que nous prenions toute disposition et pas quitter simplement ces secteurs politiques, secteurs publics qui sont capables d'occuper de ça. Il faut que nous, non seulement approprier nous, mais participer. C'est la raison pour laquelle nous parlons ici du budget citoyen, nous parlons du budget participatif. Donc, une bataille pour gagner l'argent, chaque monde ne place pas, quitter le monde qui est en France, qui souterrain, dans ça, son Guadeloupéen, cap travail, son française libre, cap travail avec des groupes d'Haïtiens qui ont même mené bataille là, une commission a été en place, et Thomas Piketty fait déclaration encore, donc il dit que comment M. Capbon support ça, nous capables de pousser pour que la cabine nous gros mouvement international, donc ceci pourrait aider de manière considérable. Nous espérons que l'émission était pleine et que nous apprenons
J'aime dire nous, émission ça est disponible sur plusieurs stations radio, mais si nous besoin, we well, retendez-le, sur YouTube, Profine TV, subscribe, et chaque semaine, on est capable une émission ça. Nous saluons tout le monde. On va donner la semaine prochaine parce qu'on a beaucoup de haïtiens. On a un petit peu la semaine prochaine. Là, ouais, dans 2 semaines.